Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez, tous les vendredis, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de l'ONIS et plus généralement de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Madeleine, qui est candidate de la majorité présidentielle aux législatives 2022 sur la première circonscription de Charente-Maritime, La Rochelle-Île-de-Ré. M'accompagne comme chaque vendredi deux journalistes, Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Bonjour Martine Madeleine. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis de participer à cette dernière émission où nous recevons les candidats qui veulent bien venir au MAG pour parler bien évidemment des législatives, de la campagne, des programmes et puis de la politique en règle générale. Je le rappelle que l'on vote le dimanche 12 juin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas en tête cette date, d'où une abstention on va dire record, hein, on frôle les 54%, enfin, ça part mal. Ça part mal. Martine Madeleine, je vais y arriver, vous êtes adjointe chargée de l'enfance et du périscolaire à la municipalité de La Rochelle, dans la majorité de Jean-François Fontaine. Vous êtes professeur d'histoire géo, ancienne syndicaliste de gauche et élue communautaire à la CDA de La Rochelle, j'ai rien oublié. Oui, élue adjointe enfance-jeunesse périscolaire, voilà, à la ville de La Rochelle. Et pour cette élection, votre suppléant, c'est Pascal Denis. Oui, tout à fait. Lui aussi élu communautaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui ? Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre ? Alors, ça a été le choix, je dirais, de former un collectif. Hein, on a souvent travaillé comme ça, marcheurs. On est marcheurs tous les deux depuis 2016. On se connaissait bien, donc on savait que cette équipe-là fonctionnerait bien. Voilà. Donc, j'ai fait ce choix vraiment de façon raisonnée. C'est quelqu'un qui me complète bien, en plus. Donc, lui a une délégation un peu différente. Il est adjoint aussi à la ville de La Rochelle, dans la majorité de Jean-François Fontaine. À la sécurité, c'est ça ? À la sécurité, à la propreté urbaine. Également, élu communautaire comme moi, et chef d'entreprise. Donc, enseignant, chef d'entreprise, on a effectivement une certaine complémentarité dans ces domaines. Donc, et puis, on savait que ça fonctionnerait et qu'une fois élu, on veut continuer aussi à travailler de façon collective. Voilà, donc on pourra être au plus près en étant réellement tous les deux sur le terrain. Voilà. Et pourtant, Martine Madeleine, il n'apparaît pas sur votre document de campagne, sur vos affiches. Hein, vous êtes à côté d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un choix que l'on vous a imposé ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr. Alors, sur les affiches, je corrige, il apparaît dans un médaillon. Oui. Et là, il apparaît à l'intérieur. Mais là, vous êtes sur la première page, vous êtes en photo à côté d'Emmanuel Macron. Ce que, évidemment, j'ai choisi, hein, bien sûr. Je suis la candidate de la majorité présidentielle, j'en suis fière. Donc, il me semblait cohérent vis-à-vis des électeurs d'avoir à côté le président. Et puis, Pascal a évidemment sa place à l'intérieur. Mais je pense qu'il est important quand même de rappeler que si je suis élue, je porterai les valeurs progressistes de mon mouvement. Et donc, il s'agit de l'expliquer dès le départ. Moi, donc, c'est clair, dès le départ, vous allez porter la voix d'Emmanuel Macron, peut-être au détriment de la voix de votre territoire. Ah, certainement pas. Voilà, je pense que j'ai quand même un parcours politique. Vous l'avez dit. Je pense que l'idée de député Godillot, etc., ça a été véhiculé. Je le condamne tout à fait. C'est-à-dire que je représente ces valeurs progressistes. Je suis une marcheuse, mais j'ai aussi, je l'espère quand même, cette capacité d'analyse qui feront de moi une députée responsable et qui connaît bien le territoire depuis longtemps. Hein. Je suis installée à La Rochelle depuis une vingtaine d'années. Je travaille toujours à La Rochelle au contact mes élèves viennent de l'Île-de-Ré ou viennent de la partie ouest de La Rochelle. Donc, je suis une élue de terrain qui portera ce territoire. Alors, pas député Godillot, comme vous disiez, mais peut-être un caillou dans la godasse quand même, non, de porter ces valeurs nationales, on va dire. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas du tout un caillou, au contraire. Hein, j'imagine que vous avez bien analysé les différents candidats. Il y en a 11, et moi, je me présente un peu comme celle qui, peut-être, affirme avec cohérence quelles sont mes valeurs. Voilà, donc je trouve que ce n'est pas du tout un caillou, au contraire, c'est vraiment une force qui dans les sondages, là, apparaît quand même plutôt assez haut. Et je le rappelle aussi, les électeurs de la première circonscription, des 20 communes de la première circonscription, ont très largement voté pour Emmanuel Macron. Donc c'est un projet, je pense, qui adhère à notre territoire. Projet aussi qu'on a porté dans les différentes échéances électorales. Donc voilà, c'est une élection peut-être cohérente. C'est pas un caillou du tout, c'est beaucoup de clarté qu'on apporte aux électeurs
pas forcément le cas de toutes les candidatures. Alors, continuons justement sur votre programme, sur votre document de campagne. Localement, il n'y a qu'un seul élément qui apparaît, c'est les submersions marines. Alors, les choses peuvent se décliner aussi. Quand je parle d'éducation, l'éducation sur le territoire, je le connais en tant qu'évidemment adjointe au périscolaire, je le connais en tant qu'enseignante. À la CDA, on est en charge aussi de la CTG, donc on règle également ces questions-là. Donc tout peut se décliner sur le territoire. Mais je pense que vous avez peut-être pas lu parce on décline. Il y a les 10 points, évidemment, un député. Géographe de formation, je suis particulièrement sensibilisé au problème de submersion dans notre territoire côtier, incluant l'île de Ré, qui est très bien protégée d'ailleurs, l'île de Ré. Il reste encore à faire quand même. Oui, et ailleurs aussi. Je suis aussi attentive à la préservation de nos paysages. Moi, je l'ai épluché, votre document, c'est le seul élément vraiment local qui transparaît. Alors, tous les autres peuvent se décliner. Je peux vous les décliner, bien sûr, localement. C'est ce qu'on a remarqué aussi avec, je pense, l'ensemble des candidats, des 11 candidats sur la première circonscription. On a l'impression que les candidats ont du mal à parler du local. Voilà, de mettre en avant véritablement le local avant les idées nationales. On l'a remarqué sur d'autres candidats, pas que sur votre document de campagne. Est-ce que c'est difficile de parler plus du local que du national quand on est à la candidature de la députation? Ou est-ce que pour intéresser les électeurs, il faut plus parler du national que du local? Il faut rappeler aussi ce qu'est un député. Le député, il représente son territoire à l'Assemblée nationale. Donc il va prendre part à des votes qui sont sur des questions sociétales, économiques, etc., qui sont nationales, mais il va quand même partir de l'expertise du territoire. Je suis sur les marchés plusieurs fois par semaine, et là, je réponds à des questions véritablement de territoire. Quand on va sur l'île de Ré, j'ai eu pas mal de contacts, j'en aurai encore d'ailleurs cet après-midi, on va véritablement parler de la question du logement, la question des saisonniers, enfin, on va apporter des réponses concrètes à ce territoire. Donc, bien sûr que... moi, j'ai grand plaisir à parler de ce territoire sur plein de domaines. Le pouvoir d'achat, évidemment que c'est une problématique nationale. C'est ce qu'on va d'ailleurs défendre dès le début de la mandature au mois de juillet. Ça se décline localement. Quand je suis sur un marché, que je réponds à un retraité, que je peux lui parler de l'augmentation qui va être effectuée en juillet, du blocage aussi des prix sur l'énergie, je parle aux problématiques qui intéressent clairement les habitants des 20 communes de la première circonscription. Donc, on a une déclinaison, je pense, vraiment sur le territoire, sur la plupart des choses. Sur l'éducation, par exemple, on a une mesure qui concerne la création de nouvelles places, c'est-à-dire s'adapter davantage aux demandes et permettre à un jeune qui soit, par exemple, en BTS, de trouver des places. On a un véritable manque. Là, par exemple, sur Saint-Exupéry, il y a 1000 demandes pour juste quelques classes. Ça ne convient pas. Donc, on va adapter cela parce que localement, moi, je pourrais défendre le territoire en le connaissant et en disant qu'on n'a pas suffisamment de place, que, par exemple, par rapport à la médecine, ça fait un certain nombre d'années qu'on nous promet une première année, on va le décliner. On va en parler, vous inquiétez pas. Simplement, pourquoi on ne va pas piocher ces petits éléments qui sont portés sur le local pour les mettre dans le papier de campagne? Pourquoi on uniformise un peu ces campagnes d'ensemble? Pourquoi il y a une uniformisation de la campagne en général sur les législatives? J'avoue qu'en l'écrivant, moi, j'avais en tête quand même le local. Alors, on est élu sur un programme national, bien sûr, mais je n'ai pas décliné à chaque fois comme c'est le cas sur tel lieu, etc. Mais je dirais que c'est évident. C'est évident qu'on va s'intéresser à la dimension locale et le rôle d'un député, c'est de voter les lois nationales, de faire avancer un projet national, mais en ayant connaissance du terrain et en portant ce territoire, en faisant avancer véritablement les dossiers. Et sur la première circonscription, on en a des très beaux. On va en parler. On va rester un petit peu sur le national. Il y a des sondages, bien évidemment, qui sortent. Le premier, je le disais tout à l'heure, 54%, en tous les cas, on va frôler, peut-être dépasser les 54% d'abstention. Donc il y a véritablement un problème de mobilisation. Alors, est-ce que ça vient de vous, candidats? Je dis vous... candidat dans l'ensemble, pas vous forcément, Martine Madeleine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'opération, d'action qui pour que ça fonctionne plus, la façon dont les candidats fonctionnent aujourd'hui, ça ne marche plus. Il y a plus d'emprise, il y a plus de répondants par rapport à ces gens qui s'abstiennent. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut obliger les gens à voter? Est-ce qu'il faut introduire, on parlait de l'éducation, introduire
dans le programme éducatif beaucoup plus de politique, véritablement, pour que les gens apprennent ce que c'est que la politique. À votre avis ? Alors, il faut évidemment faire renouer une certaine confiance entre les hommes et les femmes politiques et la population. Je pense qu'il y a un lien là qui ne fonctionne plus. Il faut réinventer par un certain nombre d'éléments. Je sais que François Bayrou, par exemple, a travaillé sur ces questions. Nous, on a aussi les jeunes avec Macron qui ont travaillé là-dessus. Enfin, il faut tenir compte, je pense, quels sont ces éléments de cela. Qui sortent ? Là, comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'idée pour remobiliser un peu les électeurs ? On a créé un quinquennat, donc il est normal que les élections législatives arrivent bien sûr juste après, mais les citoyens ont le sentiment que c'est fini après. Or, je pense qu'il y a d'autres façons de faire de la politique. Alors, c'est un peu le sens du Conseil national de la refondation, c'est-à-dire réussir à avoir des moments, d'autres instances, peut-être associer tout le monde associatif, etc., à véritablement des discussions qui puissent faire remonter. Enfin, il y a ce blocage en France. Donc, du coup, il y a une défiance vis-à-vis du politique qu'il va falloir combattre en réintroduisant peut-être d'autres formes de faire de la politique. Parce que ça pénalise tous les mouvements politiques. Et alors vous disiez peut-être qu'on ne faisait pas assez d'enseignement de la politique. Là, je suis directement concernée. On fait de l'éducation civique, on a une spécialité qui s'appelle la GG. C'est quoi la part de l'éducation civique justement dans le programme scolaire ? Pas assez. Alors pas assez, si vous voulez, en heures, clairement, c'est 1h15, quoi. 1h15, mais les programmes, que ce soit d'ailleurs en histoire-géographie, en SES, dans d'autres disciplines, font quand même une part belle à la citoyenneté en développant l'esprit critique. Je défends un peu ma chapelle, mais c'est vrai qu'on le fait. Est-ce que c'est vraiment vous une aussi, matière journaliste, qui vous le faites. suscite l'intérêt de vos élèves, par exemple ? Moi, je me souviens, l'éducation civique, c'était pas forcément la matière préférée des collégiens ou des lycéens, quoi. Les débats aussi, je pense. Les débats, ça pouvait apporter quelque chose. Ben justement, je pense que c'est ça peut-être la solution. C'est-à-dire redébattre. Les Français adorent la politique en fait. On le sait, ils s'intéressent vraiment beaucoup à la politique. Donc je pense qu'il y a une façon de faire, de renouer. Il y a les 5 priorités qui sont données justement dans ce contrat national de refondation. Et avoir des corps intermédiaires, ça ne fonctionne pas. Les choses ont l'air d'être imposées par le haut aux Français. Donc il faut trouver des moyens. Alors, on parlait tout à l'heure de syndicalisme. Les syndicats non plus, la cote non plus. C'est bien dommage à mon avis. Les fédérations de parents d'élèves aussi, on est dans des collectifs. Je pense qu'il faut vraiment travailler cela et avoir des remontées du terrain pour pouvoir apaiser la situation. Je pense que le Conseil national de la refondation n'a pas tellement eu le temps de le présenter avec les priorités qui sont les priorités qui intéressent les gens. L'urgence climatique, le pouvoir d'achat, justement. Enfin, tous ces sujets qui finalement sont au cœur des préoccupations des Français, notamment les plus jeunes, et qui pourraient renouer les choses. Mais il faut retrouver cette confiance. Est-ce que tout simplement, il ne faut pas faire de la pédagogie et de la sémantique autour du mot politique ? Si je vous pose la question, Martine Madeleine, est-ce que vous faites de la politique ? Bien sûr que je fais de la politique. Est-ce que vous en êtes fière ? Et j'en suis fière. Vous nous rappelez la définition du mot politique ? Alors, c'est la cité. C'est en fait servir la cité. Donc, faire de la politique, c'est servir d'abord. Et non pas, dirait certains Français. Se servir, voilà. Donc, il faut aussi une certaine moralité. Moi, je suis particulièrement attachée au non-cumul des mandats. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ça a été compliqué sous la première mandature, mais il faut revenir sur ce sujet-là. Si je suis élue députée, il est évident que je n'irai pas courir derrière les municipales ou d'autres échéances. Faire de la politique, c'est un travail à plein temps. Donc, on doit s'y consacrer entièrement. On a une première chose qui s'est passée il y a pas longtemps, c'est le premier tour dans les circonscriptions des Français qui sont allés à l'étranger. Donc ça nous donne une petite idée quand même éventuellement de ce qui pourrait se passer. Donc c'est plutôt bon pour vous puisque Ensemble vient en tête. Mais dans 4 circos sur 5, la NUP est juste derrière. Elle vous talonne. Au revoir RN, mais bonjour NUP. Donc il y a encore des choses à faire. Comment vous l'analysez, ce premier tour chez les Français de l'étranger ? Alors ce premier tour, il est intéressant, mais peut-être pas révélateur.
On a 3 groupes aujourd'hui, de toute façon. On a le groupe de l'extrême gauche, donc qui tente d'amener Jean-Luc Mélenchon à la tête à Matignon. Alors l'extrême droite. C'est l'extrême gauche pour vous. La NUP, c'est l'extrême gauche. Avec les Verts et le PS. Le PS rentre dans l'extrême gauche maintenant. C'est ça ? Ça me semble assez évident. Sur un certain nombre de décisions, d'ailleurs. J'ai lu avec attention le programme de la NUP et de façon un peu surprise. L'ancienne sympathisante socialiste que je suis a lu avec beaucoup d'attention les virages que certains ont dû faire, qui sont quand même assez importants, qui seraient lourds de conséquences. Même au sein du conseil municipal de La Rochelle, puisque certains élus socialistes soutiennent Jean-Marc Soubeste qui roule pour la NUPS, et puis d'autres soutiennent Marine Edelec, qui normalement n'aurait pas dû la soutenir, si on s'en tient au terme des accords. Je leur laisse leur choix, comme vous l'entendez parfaitement, j'imagine. Premier conseil municipal à suivre les législatives, qui sera très intéressant, je pense, à La Rochelle. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça explose ? Je ne pense pas, parce que globalement, quand même, et en tous les cas, ça sera le cas des marcheurs, nous sommes des gens responsables. Nous avons été élus sur un programme de terrain, justement, sur lequel nous adhérions, c'est-à-dire du dynamisme économique et un certain nombre de sujets sociétaux. Enfin, on est d'accord sur un certain nombre de choses. Quand on est, par exemple, sur la cantine à 10 centimes pour un grand nombre de Rochelais, nous, ça nous va parfaitement, sur ce dynamisme économique. On n'a pas peur, nous, par contre, de prononcer ces mots, qu'on est pour des entreprises qui puissent continuer à évoluer à La Rochelle. Voilà, si ça nous permet, derrière ça, de financer un certain nombre de projets qu'on a sur les quartiers. Moi, je suis fière de porter, par exemple, le projet de cité éducative à Mireuil. Voilà, donc je pense qu'on prendra nos responsabilités. Nous avons un programme de territoire. Finalement, c'est plus important. Les Rochelais ne comprendraient pas qu'on ne puisse pas continuer à travailler dans de bonnes conditions et qu'on parte dans des petites querelles et qu'on commence dès 2022 à préparer les futures municipales. En tous les cas, nous, on n'est pas du tout dans ce projet-là. Je voudrais revenir sur la NUP, vous l'avez dit tout à l'heure. Pour vous, la NUP, c'est quoi ? C'est un leurre électoral ? C'est du marketing ? Oui. C'est une arnaque électorale, même, je dirais ? Ou c'est véritablement une union de la gauche ? Oui, non, c'est pas une union de la gauche. J'ai trop de respect pour mon ancien parcours pour l'affirmer. Non, quand on lit ce programme, il y a des choses quand même extrêmement dangereuses. Moi, c'est surtout là-dessus que je veux pointer le doigt, parce que c'est ça qui est important quand même. On est dans une situation difficile. L'urgence sanitaire, l'urgence de la guerre en Ukraine, il ne faudrait pas ajouter à cela quand même une grande crise institutionnelle. Parce que le seul objectif, c'est d'amener Jean-Luc Mélenchon à la tête de Matignon et derrière ça, de faire appliquer quand même un certain nombre de réformes qui viseraient à nous faire sortir de l'Europe, à abandonner un certain nombre de choix écologiques. Voter NUPES, c'est finalement faire en sorte aussi de contribuer d'une certaine façon à ce que la transition écologique soit plus lente, parce qu'on n'a pas du tout le même mix énergétique. Nous sommes pour qu'on avance plus rapidement en termes de transition écologique. Quand on dit qu'on va consacrer un tiers du plan relance, donc un tiers de 100 milliards pour véritablement mettre en place un certain nombre de mesures de recherche dans l'hydrogène vert, d'accélération aussi de la transition écologique par le développement des énergies renouvelables, ça c'est une politique écologique responsable qui a des conséquences positives, immédiatement. On ne peut pas remettre à demain l'urgence climatique, c'est pas possible. On va revenir à votre campagne, Martine Madeleine. Comment vous la financez, cette campagne ? C'est votre première campagne pour vous, officiellement ? Oui, tout à fait. C'est ma première campagne. Ouais. Donc, je suis allée à la banque et j'ai fait un crédit et mon parti ne m'a pas soutenue. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu à l'économie. Alors, vous êtes sur un montant de combien pour cette campagne, sachant que c'est plafonné à 35 000 euros ? Oui, nettement moins. En fait, je suis à 17 000 sensiblement euros. Équivalent à Anne-Laure Babot, qui est à 15 000, qui a fait aussi un prêt à la banque. Voilà. On a commencé assez tard. On a été investi le 8 mai. Donc, une campagne courte, une campagne aussi à l'économie, parce que on ne peut pas prôner des valeurs d'écologie et puis peut-être passer ses journées à coller et à laisser les détritus au sol, etc., comme le font certains partis qui pourtant ont cette visée écologique. Vous décollez pas, vous ? Vous décollez pas, vous ?
on ne décolle pas. Vous dites des résidus par terre. Ah non, par contre, on est propre derrière. Si vous décollez, consigne qui est donnée au colleur. Oui, on peut décoller parce que voilà, pour des raisons pratiques, c'est plus possible, tellement certains collent. Voilà, mais on essaye de le faire. Enfin, en tous les cas, c'est consigne qui est donnée. Les réunions publiques dans votre campagne, ça match. Il faut en passer. On a fait une très belle réunion. Il faut en passer par là. C'est le pince-fesse obligatoire ou on peut se contenter d'autre chose? Alors, pince-fesse, je suis pas d'accord parce qu'on a eu la chance. C'est tous vos sympathisants qui sont là. Pas que. D'accord. Si vous aviez été présent, il y a des taupes. Il y a peut-être des taupes, peut-être c'est possible, mais on a fait une très belle réunion là le 8 où on avait des gens qui étaient venus parce qu'ils avaient vu le bandeau et puis qui étaient curieux. Voilà, qui étaient sympathisants, bien sûr, mais qui étaient curieux. Mais on ne fait pas que des réunions publiques. Il y a eu deux temps importants de ces réunions publiques parce que c'est un moment, je dirais, traditionnel où les gens qui veulent être informés, qui sont peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux, veulent concrètement pouvoir poser les questions aux candidats. Je représente la majorité présidentielle. On a parfois l'impression que c'est un peu des choses qui se décident au national. Donc, rencontrer une élue... ça a pu être fait sur les marchés, ça a pu être fait dans des temps aussi de rencontres, bien sûr. Mais les réunions publiques, je pense que c'est important de le proposer, en tous les cas. Les campagnes sur les réseaux sociaux aussi, pour vous? Bien sûr, oui. Même Passage obligé? Bien sûr, oui, évidemment. Même si c'est pas très porteur? Alors, je ne sais pas si c'est pas très porteur, en fait, parce qu'on a eu beaucoup de questionnements. J'ai eu aussi beaucoup d'associations, de corps intermédiaires, etc., qui m'ont contacté. Pour, vous savez, signer les traditionnelles chartes, etc. Mais ça permet d'avoir une prise de contact, de répondre et puis de définir un petit peu aussi les points programmatiques que nous avons. Donc, je pense que c'est un temps important. Aujourd'hui, la campagne, elle passe forcément par le numérique, oui, bien sûr. Alors, Martine Madeleine, bien évidemment, vous visez la place d'Olivier Falorni, le député sortant. Yannick? Quel bilan vous faites de son dernier mandat et peut-être aussi du précédent, bien qu'avant vous n'étiez pas élu? Vous êtes rentrée à la mairie de La Rochelle en 2020, je rappelle. Oui, mais citoyenne. Oui, citoyenne. Citoyenne, comme vous l'avez rappelé, très investie dans les fédérations de parents d'élèves, etc. Donc, observatrice attentive de la politique, de toute façon. Et donc, qu'est-ce que vous avez vu dans vos jumelles? Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans mes jumelles? Beaucoup de choses, ou pas ou peu, je ne sais pas. Voilà, c'est là-dessus que je dois préciser. Écoutez, Olivier Falorni est un député qui, comme ça ne nous a pas échappé, a eu... vis-à-vis des partis, une position qui est assez détachée. Bon, il est aujourd'hui membre de Liberté Territoire. C'est un groupe qui associe et des indépendantistes corses et des conservateurs comme Charles de Courson, par exemple. Donc... groupe hétéroclite qui ne lui donne pas énormément de visibilité à l'échelle nationale. Donc, il a affiché un certain nombre de causes sociétales qui sont honorables, bien sûr, mais qui ont pu amener d'ailleurs à un certain nombre de rencontres avec certains députés, je pense à Touraine, par exemple. Après, si les électeurs veulent voir un petit peu le travail qui a été fait, il y a un site très bien renseigné qui s'appelle ledéputé.fr. Alors, mon avis à moi, je pense que il est possible de porter ce territoire avec beaucoup plus d'efficacité, en étant élu de la majorité présidentielle, comme je me propose de le faire. Je pense que je peux être beaucoup plus efficace, reprendre une partie d'ailleurs peut-être de ces questions sociétales, parce que le président a évoqué éventuellement un référendum sur la fin de vie, mais avec l'efficacité de quelqu'un qui est présent, et puis quelqu'un qui sera peut-être un peu plus fréquemment dans les commissions, qui a cette envie de porter les choses. La cause animale dans les abattoirs, c'était pas porteur, il fallait peut-être parler de la cause des gens qui travaillaient dans les abattoirs? Oui, voilà, c'est comme ça en tous les cas que je l'avais entendu, c'est-à-dire que bien qu'il n'y ait pas d'abattoir sur votre circonscription, je rappelle. Oui, l'abattoir est... Mais bon, on consomme ce qui est fait à Surgères, et puis c'est un sujet qui intéresse aussi les gens ici, même s'il n'y a pas d'abattoir. La façon dont je vois les choses est peut-être un petit peu différente. C'est-à-dire que au moment de la campagne, on peut être sur les réseaux sociaux, faire de la communication, bien sûr. Après, pour moi, le député, il est là pour porter des projets, pour relever un petit peu ce qui est dit sur le terrain, mais ensuite aller se battre concrètement dans les commissions, en prenant des contacts, etc., et pour aboutir à la loi, et pour vérifier qu'elle est appliquée. Donc, surveiller les abattoirs avec des caméras, ça peut paraître une bonne idée. Mais il me semble qu'ensuite, il faut aller regarder si c'est appliqué, si les caméras sont là pour véritablement vérifier s'il y a une souffrance animale ou pas,
interroger le personnel. C'est du droit du député. Ils ont cette possibilité de demander à rentrer dans les sites. Comme dans les prisons aussi. Bien sûr, comme dans les prisons. Voilà, donc certains avaient bien prévenu le député que les caméras, elles étaient plutôt là pour regarder la situation des tâcherons. Le monde des tâcherons, c'est vraiment un monde impitoyable. Ça, il faut véritablement modifier ça. Il y a beaucoup à faire dans les abattoirs. Je l'entends. Il y a beaucoup aussi à faire sur la souffrance animale. On a parfois facilité vraiment pour vouloir gagner un petit peu d'argent. On n'étourdit plus. On généralise un petit peu cela. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter, bien sûr. Et puis favoriser quand même l'échelon local. Donc, sur ce projet-là, il est clair que je l'aurais défendu totalement différemment, en suivant le dossier à la suite et en essayant de relever ce qui n'allait pas et de faire avancer le dossier. Concrètement, vous auriez été à la place d'Olivier Falorni sur le dernier mandat. Qu'est-ce que vous auriez porté du territoire plus particulièrement ? Dernièrement, par exemple, Olivier Falorni veut sauver le pont de Tadon et l'inscrire au monument historique. Il a fait pareil avec la salle de l'Olympia, du cinéma. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ces prises de position ? Est-ce que c'était vraiment des priorités ? Alors, les Rochelais aiment ces deux lieux, c'est-à-dire le pont de Tadon, qu'il soit classé. Moi, en tant que j'ai cette formation historienne, ça me semble important. Il y a peut-être, je pense, à faire dans le domaine de la santé avant. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Défendre des sujets patrimoniaux sur La Rochelle, évidemment. Je porterai bien sûr ces dossiers. Sur la salle de l'Olympia, c'est un petit peu plus complexe par contre. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous, on a étudié cette question à l'échelle de la majorité. Quand vous dites nous, c'est qui ? Alors nous, la majorité au sein du conseil municipal. Donc, on a été interpellés sur ce sujet-là. Ça appartient à un privé. On a un certain nombre de salles à La Rochelle. Je pense que la salle, de toute façon, est protégée. Elle est classée, il y a un certain nombre de choses, donc les Rochelais peuvent avoir l'assurance que cette salle restera, je dirais, dans ces conditions, et c'est le plus important. Par contre, on ne peut pas annoncer aussi des choses qu'on ne saurait pas tenir. Donc, vous nous confirmez ce que nous avait dit Marine Edelec, c'est-à-dire qu'effectivement, la majorité municipale a travaillé un peu en sous-marin, sans communiquer, sur la sauvegarde de cette salle de l'Olympia. Ça s'appelle pas travailler Oui, mais vous étiez sur le dossier, c'est ce que vous venez de nous dire. Le dossier n'était pas... Le classement n'est pas du seul ressort que de l'intervention d'Olivier Falorni, tout simplement. Bien sûr, puisque ça appartient à un privé en plus. Donc on est informé, on se tient au courant de ce qui se passe sur La Rochelle, ça fait partie de nous. Mais il faut aussi revenir sur nos compétences. Un député a des compétences, un département a des compétences, une municipalité a des compétences. Il s'agit de ne pas dire aussi aux habitants des 20 communes, parce qu'il n'y a pas que La Rochelle, bien sûr, des choses que l'on ne saurait tenir. Sur le pont de Tadon, par exemple, vous aurez fait la même chose, vous aurez pris la même position ? Moi, je trouve que c'est très bien que ce soit classé, bien sûr. Mais pour revenir aussi à votre question, parce que vous me disiez, est-ce que c'est une priorité ? Voilà. Ce sont des sujets importants, mais je pense que les Rochelais et les habitants de l'île de Ré auraient aimé aussi que le député prenne peut-être des décisions responsables sur la question de la santé pendant la crise sanitaire. Justement, votre Ségur, par exemple. La transition, parce que je voulais vous parler de la situation hospitalière. Il y a eu une grève mardi dernier, lundi, mardi et mercredi. Est-ce que vous avez apporté votre soutien au personnel ? Est-ce que vous êtes allé les voir à l'hôpital de La Rochelle ? Alors, mardi, je travaillais, je suis enseignante encore à plein temps. Mais bien évidemment, je m'intéresse à ce qui s'est dit. J'ai observé cette grève et je serais tout à fait ouverte à avoir un temps de discussion avec les hospitaliers. C'est une question importante, primordiale. Il y a des choses qui ont été faites pour l'hôpital, pas assez. Clairement, là, je ne vais pas... disons qu'il y a 30 ans à rattraper quand même. Voilà, il y a d'autres décennies. Donc, ce n'est pas uniquement la majorité présidentielle que je défends qui a besoin de faire là-dessus. Il faut vraiment faire un certain nombre de choses. Ça doit être une priorité. L'hôpital, notamment à La Rochelle, où on est quand même en difficulté. Les hospitaliers ont véritablement répondu à la crise. On a été soignés dans de bonnes conditions à La Rochelle. Le gouvernement a mis en place le Ségur, quand même 19 milliards qui ont été apportés. Ça a permis une revalorisation normale. On était vraiment dans des conditions 183 €. Ça ne me semble pas quelque chose d'exagéré. Il y a encore à faire, mais pas seulement dans les moyens. Je pense que ce serait faux de dire qu'on va si on met encore plus,
J'ai lu le programme de la NUPES qui nous parle d'un projet de 320 milliards de prêts pour pouvoir financer les Français par an, pour pouvoir financer. Les Français doivent bien comprendre que ça fait pratiquement 1 milliard par jour. Oui, mais ce que ne comprennent pas les Français, c'est qu'effectivement, on met des moyens, on met des choses sur la table, mais on continue à fermer des lits. Alors que c'est ce que revendiquent les syndicats en disant non, arrêtez de fermer les lits. Donc pourquoi continuer à fermer les lits? C'est aussi une grosse problématique. Bien sûr. Donc il faut qu'on fasse plus et différemment. Il faut réformer l'hôpital. Donc il y a tout un projet, vous avez vu, de doublement des heures supplémentaires. On a des élèves infirmiers là qui vont pouvoir renforcer directement les effectifs cet été, justement pour permettre de ne pas fermer des lits. On va faire aussi un état des lieux, ça a été annoncé pour l'urgence. Et puis il faut réinviter. Il n'arrive pas un peu tard cet état des lieux? Avec il y a déjà des choses qui ont été faites. On a été pendant un moment en crise et donc en solution. Quand le gouvernement prend la décision d'ouvrir le numerus clausus, c'est quelque chose de responsable parce qu'on savait très bien qu'on n'en aurait pas les effets immédiatement. Donc à la limite, ça c'est pas de la politique politicienne de je fais quelque chose en communication et puis tout de suite ça porte. Non, on prend une mesure responsable. Après, pour connaître les urgences, pour parler beaucoup avec des hospitaliers, avec un certain nombre aussi de personnes, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'aide à domicile, etc. Il faut revoir notre système de santé. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut un partenariat différent avec la médecine de ville. Oui, les maisons de santé doivent accueillir. C'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde le dit. Ça fait bien 10 ans presque que ça dure. Par exemple, vous parlez du Ségur de la santé. Généralement, quand on échange avec le milieu hospitalier, ces professionnels de la santé, ils nous disent que le Ségur, c'est de l'argent injecté, certes, dans les établissements, qui a permis de mais qu'aujourd'hui, il y a tellement de retard qu'il n'y a peut-être pas assez d'efficacité dans ce Ségur. Je pense que c'est justement sur l'efficacité qu'il faut travailler. Quand on compare avec la situation en Allemagne, on a une part de l'administratif qui est très, très, très importante en France. Il y a peut-être à revoir aussi les choses dans ce domaine. Et puis, je pense qu'il faut faire aussi un certain tri à l'entrée des urgences, ce qui faciliterait beaucoup la vie des urgentistes. C'est-à-dire qu'il faut des maisons de santé qui prennent en charge ce qu'on appelle la bobologie, avec bien sûr des plateaux techniques. Comment faire le tri quand dans ces territoires-là, on a un problème de désertification médicale? Alors, il faut des maisons de santé dans les territoires où il y a effectivement cette désertification. Et puis aussi, il faut régler concrètement l'entrée dans les urgences. Pour ne plus avoir cette bobologie, en ayant des maisons de santé qui aient réellement des plateaux techniques qui puissent les accueillir, en incitant fortement quand même les jeunes médecins à venir aussi s'installer dans ces espaces, par l'incitatif. Mais l'incitation, ça ne fonctionne pas. On les incite depuis des dizaines d'années à vouloir s'installer dans les campagnes, ils ne veulent pas. Est-ce qu'il ne faut pas passer à l'obligation maintenant ? L'obligation, c'est compliqué. Ça a été testé, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc je pense que les mesures incitatives peuvent être plus importantes. Il faut des gardes. Il faut réinventer ça. Il faut créer aussi des nouveaux métiers. Ça fait partie aussi des choses qui sont proposées avec des assistants médicaux. Il y a beaucoup à faire. Il faut une filière de la santé française aussi. Pour notre indépendance, ça fait partie justement dans le Conseil national de la refondation, un certain nombre de filières françaises qui puissent permettre de le faire. On a beaucoup à faire, mais vraiment... Alors, je m'explique un peu sur le tri, parce que j'en ai parlé peut-être un petit peu trop vite. On a un certain nombre quand vous allez aux urgences en soirée, on voit bien que nos urgentistes, en fait, font aussi réponse à d'autres maux de la société. Donc, et qu'il faut, bien sûr, prendre en compte. Mais peut-être différemment. On pourrait imaginer, avant l'entrée aux urgences, qu'un certain nombre d'autres problématiques qui sont liées, peut-être les gens qui arrivent un peu éméchés, etc., qui soient prises en compte et qui ne soient pas forcément dans les urgences. Nos urgentistes sont très bons, en fait. Mais eux, ils ont l'habitude de mettre en place un protocole vraiment d'urgence. Donc, si vous y allez pour de la bobologie, eux, ils imaginent que vous avez beaucoup plus. Donc, cette performance qu'on a aux urgences françaises, il faut lui permettre de travailler dans de bonnes conditions, sans être agressé, etc. Il faut mettre plus de monde aux urgences. Il faut avoir plus de personnel. Il faut l'organiser différemment en ayant un accueil qui soit différencié et qui répertorie ce qui est vraiment du domaine de l'urgence et ce qui est du domaine de la bobologie, peut-être aussi... Alors concrètement, sur le terrain, si c'est de la bobologie, vous les envoyez où? Parce que si c'est à 3h du matin, vous ne pouvez pas l'envoyer dans une maison de...
peut-être qu'on ait des plateformes qui regardent un peu ce que c'est, etc., et qui trouvent des solutions. Mais justement, peut-être qu'il y ait des gardes plus fréquentes, des maisons médicales qui soient également ouvertes la nuit. Ça me semble possible. Ça se faisait encore il y a quelque temps. Les médecins de garde la nuit... Voilà. Moi, avec davantage de médecins, c'est possible. Sur une notion que vous évoquez, Martine Madeleine, c'est la création de nouveaux métiers dans le corps médical. Est-ce qu'il serait intégré dans le Ségur de la Santé, je le rappelle, 183 € par mois, versés à partir du mois dernier, du mois de mai, sous forme de prime et non pas de salaire. Ça a son importance. Est-ce que vous les incluez dans ce Ségur ? Ces assistants médicaux, ces nouveaux métiers. Bien sûr. Alors pourquoi le médico-social n'est pas intégré ? Alors, ça fait partie des choses qui sont à l'étude, notamment pour le personnel des EHPAD, etc. Donc, ça va être encore les quelque chose. Mais moi, les éducateurs spécialisés qui, eux, n'en bénéficient pas, qui étaient en grève aussi il y a une dizaine de jours. Mais ça fait partie des choses que je soutiendrai, tout à fait. D'accord. Donc, à l'inverse, un petit peu, vous allez bouleverser un petit peu ce que Macron a fait. Ça fait partie des choses qui sont étudiées actuellement, en fait. Qui sont à revoir et qui sont étudiées actuellement. De même qu'on va revaloriser dans les établissements scolaires tous ceux qui sont en train d'aider. De même qu'on met en place pour les handicapés aujourd'hui le fait que quand on est en couple et qu'on est handicapé, aujourd'hui on perd un certain nombre d'allocations. Ça, pour une femme, ça me pose un certain nombre de problèmes qu'on soit sous la dépendance des hommes. Donc on va faire cette déconjugalisation des primes handicapées. Donc je pense qu'on va être assez innovant sur ces domaines. On a envie de le faire. On a une politique sociale quand même. Quand on parle du Ségur, c'est historique. Aucun gouvernement ne l'avait fait. Si on compare avec ce qui a été fait avant, on est quand même très au-dessus. On a un gouvernement qui prend en compte, le quoi qu'il en coûte, il a été appliqué, il a donné des bons résultats. Parfois, j'entends parler de privatisation, etc. Je suis désolée, mais les faits sont là. Quand on regarde ce qui a été fait, on a véritablement un certain nombre d'avancées. Il reste beaucoup à faire, bien sûr. Mais moi, je porterai ces dossiers-là. Mais les professionnels de la santé sont toujours en crise et manifestent toujours de l'autre côté. Sûr. Donc, c'est que tout n'a pas été fait parfaitement bien. C'est ce que j'ai dit. Il reste à faire. Nous avons déjà fait. On était quand même dans une situation de l'hôpital véritablement catastrophique. Donc, il y a eu déjà plusieurs plans qui permettent de les rémunérer mieux. Reste à faire aussi un certain nombre de mesures, comme je vous l'ai dit, aussi dans l'organisation de l'hôpital, ce qui permettra au personnel médical de vivre nettement mieux dans l'hôpital et peut-être de faire revenir un certain nombre de vocations. Pour clore le chapitre hospitalier, médical, je voudrais qu'on parle des EHPAD. Il y a de grandes dérives qui se sont produites dans les EHPAD privés. Ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une nationalisation entre guillemets des EHPAD, c'est-à-dire d'empêcher les privés de s'occuper de nos anciens pour mieux les contrôler ? Alors, à La Rochelle, on a justement un certain nombre de maisons de retraite qui sont en régie, qui fonctionnent bien d'ailleurs, donc ça peut être là aussi un exemple. Alors, au niveau national. Par contre, vous avez parlé d'obligation, c'est ça, ou d'interdiction. Alors, on ne peut pas condamner tous les EHPAD de la même façon. Il y a un système qui est en place, qui coûte souvent très cher, et qui ne correspond plus aux attentes des Français. Donc, vous parlez du système privé, c'est ça ? Du système privé avec ces grands organismes qui ont été pointés du doigt, à raison d'ailleurs, avec un certain nombre de comportements qui ont été dénoncés. Là-dessus, il faut revoir les choses, mais je pense que ce privé, en ce moment du privé, des maisons de retraite privées, on ne pourrait pas le faire. On n'aurait pas suffisamment de structure. Voilà. Toutefois, la demande a évolué et on analyse le fait qu'aujourd'hui, les gens ont plutôt envie de rester chez eux. Voilà, c'est l'analyse qui est faite. Et donc, on a un système qu'on va mettre en place. MaPrimeRénov' va bien fonctionner. Et on va mettre en place un système à peu près équivalent. Pour information, MaPrimeRénov', c'est 700 000 logements qui sont rénovés, mais là, c'est thermiquement par an. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on va mettre en place MaPrimeAdapt'. Donc, si je suis députée, évidemment, je voterai vraiment cette mesure qui permettrait d'adapter les logements aux plus anciens pour leur permettre de rester chez eux parce qu'il y a une véritable demande dans ce domaine. Alors, il y a une demande, mais il y a une grosse crise de recrutement. Il manque énormément de personnel pour s'occuper des personnes chez eux. Et là, on voit bien qu'il y a aussi encore un problème de salaire, de motivation pour aller aider les anciens chez eux. Comment vous faites là, à ce moment-là,
s'il n'y a personne pour justement postuler, vous faites comment ? Alors, on a ce problème d'emploi, parce que une des réussites de ce premier quinquennat, ça a été justement de considérablement diminuer le chômage, notamment dans notre territoire. On vise même le plein emploi. Je pense que en 2017, vous n'auriez pas parié là-dessus. Il reste des offres en souffrance. Ces métiers, justement, d'aide au grand âge, ils doivent être professionnalisés peut-être différemment. Il y a beaucoup de formations à faire pour permettre, justement, de les revaloriser. Donc, il faut revaloriser. Ça, je suis totalement d'accord sur ce sujet. Et puis, susciter peut-être aussi de nouvelles envies. Si on adapte davantage les logements, si on crée un certain nombre de mesures pour permettre de rendre ça plus facile, si on crée du collectif, c'est-à-dire qu'on peut aussi, là, inventer, ça se fait autour de Niort, ça se fait ailleurs, des résidences où chaque personne a son logement, mais il y a une partie commune, collective, etc. On peut aussi rendre plus facile ces mesures. Encore faut-il avoir du foncier. Encore faut-il avoir du foncier, c'est encore un autre problème. On va passer sans transition au billet d'humeur d'Antoine Colin. Mesdames, messieurs les candidats, Madame Madeleine, le jour fatidique approche à grands pas et les sondages nous donnent un premier aperçu des résultats de ce premier tour. Alors si Renaissance, les ex-LREM et ses alliés devancent la coalition des partis de gauche, la fameuse NUPS ou NUPS, comme vous voulez, vous n'êtes pas assuré d'obtenir la majorité absolue à l'issue du scrutin et surtout pas certain d'avoir les mains totalement libres. Selon le dernier sondage Opinion 2022 réalisé par l'Institut ELAB pour BFM TV, sur un échantillon de 2000 personnes, la formation Ensemble, donc La République En Marche, le Modem, Horizon et Agir, arrive tout juste devant la NUP dans les intentions de vote au premier tour des élections législatives de ce dimanche. Ben oui, les candidats Ensemble sont crédités au niveau national de 27% des intentions de vote, soit crédités de 270 sièges environ, quand ceux soutenus par la NUP sont donnés à 26,5% dans l'enquête d'opinion, soit entre 165 et 190 sièges. Si ce résultat s'avère proche de la réalité, la gauche pourrait ainsi priver la majorité présidentielle de plusieurs sièges à l'Assemblée nationale. Bon, après, j'ai une petite info qui peut vous rassurer, Madame Madeleine, du moins vous faire esquisser un petit sourire. Les Républicains et UDI récolteraient entre 40 et 60 sièges, presque moitié moins qu'en 2017. Le Rassemblement national, lui, obtiendrait entre 25 et 50 sièges. Les autres forces politiques pourraient, quant à elles, recueillir entre 10 et 15 sièges. Pour une élection qui passait au départ en nuez ou à mourir, on pourrait peut-être avoir de belles surprises. On est d'ailleurs un peu sur les mêmes formats que les Feux de l'amour. Pendant 10 épisodes, tu t'ennuies à mourir, puis à la fin, ça explose. Tu apprends que Ashley a trompé son bon vieux Jack avec Kimberly, qui elle-même sort d'une relation difficile avec Neil. Ben, chez vous, les politiques, c'est pareil. Édouard a voulu tromper Manu, mais l'amour des Français les a finalement rassemblés pour faire face à Jean-Luc, ce libertin de la politique, qui ne sait pas encore où il va habiter dans 10 jours, chez lui, à Matignon, ou dans les anciens locaux du PS, on ne sait pas encore. Entre les alliances et les trahisons, on s'y retrouve plus, comme dans les Feux de l'amour. Mais bon, peu importe. Dans l'épisode Martino législative, vous avez été clair. La Rochelle doit se situer dans la majorité présidentielle. Alors, êtes-vous prête à faire ce tour de force ? Bien sûr. Évidemment. Évidemment. C'est la candidature de la cohérence. Bon, voilà, je comprends, moi, que les électeurs aient du mal à s'y retrouver. Simplement, ce sondage, il a au moins l'avantage de nous placer en tête. Ça, c'est un élément positif. Après, la NUPES, est-ce qu'elle tiendra ? Est-ce que le mariage, est-ce que cette idylle va fonctionner ? Enfin, vous avez lu la presse ce matin. Comment réagissez-vous, justement, aux annonces qui sont faites et la dissolution du bureau d'Europe Écologie Les Verts à La Rochelle ? Ça avait fuité, on le savait, on voyait bien que... Oui, mais Jean-Marc Soubest nous a assuré le contraire sur ce plateau, qu'il n'y avait pas eu de problème, qu'il faisait l'unanimité. Dernier conseil municipal, nous n'avions aucun élu d'Europe Écologie Les Verts. Alors, il était en campagne. Jean-Marc nous a envoyé son planning de conseil de classe, ok. Donc peut-être que par solidarité, tous les autres élus Europe Écologie Les Verts l'avaient accompagné par soutien moral. Non, on voyait bien qu'il y avait un gros souci, et je comprends. C'est-à-dire, on a quand même des écologistes qui sont des gens engagés, qui ont porté des dossiers dans l'ancienne mandature, qui se retrouvent là vraiment à constater que du point de vue de l'écologie, le programme NUPES serait extrêmement néfaste. Vous parlez de Brigitte Devaux, peut-être ? Pas que.
Brigitte Devaux avait déjà, ne faisait pas partie de cette opposition Europe Écologie Les Verts. Hein. Non, je parle. Ça me semble évident que il ne pouvait pas tenir, mais ça sera la même chose avec les socialistes. Enfin, cette alliance NUPES, elle soutient l'ambition personnelle de Jean-Luc Mélenchon. Donc localement, j'imagine que le soutien peut rapporter quelques voix. Donc c'est le constat qui a été fait. Mais les électeurs ne doivent pas être dupes. Ce mariage, cette idylle, ça va être les feux de l'amour très vite. Vous allez avoir des nouveaux épisodes. C'est le mariage de la carpe et du lapin ? Oui, au moins. Oui. Enfin, bon. Il y a un certain nombre de choses en politique qu'on ne peut pas accepter. On fait quand même de la politique pour ses valeurs. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique. J'ai mon métier à côté. Je pense qu'on ne peut pas tout accepter. C'est-à-dire, si on est dans une démarche progressiste, comme je le suis en tous les cas, avoir des sujets de désaccord aussi importants que la livraison d'armes pour l'Ukraine, ou est-ce qu'on continue ou pas le nucléaire, ou un certain nombre de mesures sociétales fortes, voilà. Enfin, nous aussi, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. On peut avoir des oppositions, mais ces oppositions, elles doivent être à la marge. On doit construire ensemble. Il n'est pas possible d'avoir des divisions aussi fortes. Vous avez parlé d'écologie, vous avez parlé d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je voudrais qu'on parle de la neutralité carbone en 2040 sur la première Circo. Vous y croyez, vous, ça ? Avec ce qui se passe en ce moment ? Alors, vous allez me dire ce qui se passe, vous allez préciser ceci, mais bien sûr, je défends ce projet, donc je fais partie de la majorité, évidemment, à la CDA qui porte ce projet. Il y a une coopérative carbone, c'est peut-être là-dessus qu'on peut regarder, c'est-à-dire il faut impérativement mettre en place les conditions pour arriver à une neutralité carbone. Donc, vous savez que ce projet porté par le territoire, il a été labellisé par le gouvernement. Voilà. Donc c'est un projet que justement le gouvernement a choisi de porter. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Clairement, ça ne suffit pas, et il y a surtout un certain nombre de domaines qui doivent être améliorés. C'est-à-dire, il n'y a pas suffisamment de bornes pour les voitures électriques à La Rochelle. Les transports fonctionnent assez bien sur les illicots sur le territoire rochelais. Mais après, moi, mes élèves de l'île de Ré, ils ont un véritable problème de mobilité. Ils voudraient bien. Le transport ferroviaire aussi. Alors, on sort de la première circonscription, mais enfin, ce sont des gens qui viennent travailler à La Rochelle et donc qui créent aussi des éléments de création de carbone sur ville. Voilà, donc il faut absolument développer Vermaran, notamment des transports ferroviaires, il faut développer davantage. Je pense que sur la neutralité carbone, on a beaucoup à faire pour répondre à l'objectif. Je suis très positive. C'est la priorité dans les... Enfin, si vous êtes élu, c'est votre priorité, ça, la mobilité ? La mobilité pour la transition écologique, oui, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est l'une des priorités. Enfin, la transition écologique est évidemment une priorité. Oui, je suis géographe de formation. C'est un sujet, évidemment, qui me tient à cœur, bien sûr, et... Parmi les commissions dans lesquelles je voudrais siéger, il y a aussi cette commission environnement, bien sûr. Alors justement, cette neutralité carbone, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe derrière tout ça ? La première économie du département et aussi de votre territoire, c'est le tourisme. Il y a de grosses manifestations, notamment sur La Rochelle, où maintenant il faut montrer patte blanche ou patte décarbonée, on va dire. Il faut présenter un bilan carbone. Je rappelle que le meeting aérien a été annulé, trop polluant. Pourtant, ça ramène du monde. Le rallye d'automne s'est déplacé à Châtelaillon. La ville de La Rochelle en voulait plus. Est-ce qu'il faut annuler les francopholies ? Est-ce qu'il faut annuler le festival du film, qui draine beaucoup de monde et beaucoup d'économies derrière ? Si on prend le marathon de La Rochelle, les places d'hôtel, les chambres d'hôtel sont réservées 1 an à l'avance. La question, c'est comment faire venir autant de monde sans que ce monde-là pollue et donc entame ce désir de neutralité carbone. C'est difficile à concilier les deux. Tape un petit peu dans votre coopérative carbone, c'est ça Alors, c'est la question de l'attractivité, en fait. Ouais. Est-ce que, il y a certaines réponses qui nous sont faites justement au conseil municipal sur le fait que nous sommes trop attractifs et qu'il faudrait être moins attractifs. On rase les 2 tours Non, trop cher en carbone. C'est vrai. Alors, comment on fait ? Alors, cette question de l'attractivité, moi je suis favorable à l'attractivité de notre territoire, mais cette attractivité, elle doit être quand même en partie éco-responsable et pas que dans l'étiquette. Alors, vous avez mis sur le même point le meeting aérien et les francopholies. Je pense que l'impact carbone n'est pas le même si on peut encore faire... On ne l'a pas mesuré.
le meeting aérien. Aujourd'hui, Madame Léonidas, quand vous allez la voir pour organiser une manifestation, elle vous dit présentez-moi un bilan carbone. Mais ça me semble important. Je vous réponds ou je vous pose la question, est-ce que vous avez la formule de calcul? Alors, on a une coopérative carbone qui justement organise ce point. Et je pense qu'il faut un petit peu creuser là-dessus. C'est-à-dire que la coopérative carbone, elle est importante parce que ça responsabilise. C'est-à-dire, en créant justement ce label et en demandant aux différentes associations qui mettent en place ces événements un bilan carbone, on les oblige à faire un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas forcément fait spontanément. Donc ça me semble important de le faire. Après, il n'y a pas que l'image aussi. C'est-à-dire, pas du greenwashing qu'il faut faire. Il faut concrètement essayer de faire beaucoup plus, sans limiter les événements. Un exemple concret. Il faut faire beaucoup plus. Sur la gestion des déchets. Voilà, par exemple. Si on peut réussir à faire qu'un certain nombre de festivals se fassent sans déchets, ça serait quand même nettement mieux. Enfin, beaucoup de festivals qui se disent éco-responsables, pourtant, maintenant. Oui, c'est très à la mode. Et c'est mais dans les faits, concrètement, ils mettent en place une gestion de leurs déchets, une gestion de l'accueil, de l'eau, des sanitaires, etc., qui le sont. Donc c'est parce qu'on a justement mis en place ces mesures qu'on a eu cette réponse. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais j'ai encore une interrogation, moi, c'est que, en fait, ça, comme on l'a dit, ça draine énormément de monde. Les gens se déplacent en voiture, principalement, pour aller sur ces festivals. Et donc là, forcément, ça augmente le coût carbone. Qu'est-ce qu'il faut leur proposer à ces gens? Parce que forcément, ils ne pourront pas venir à pied ou en vélo, ça fait un peu loin parfois. Alors, c'est-à-dire que dans l'enceinte même de la ville, par contre, là, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des parkings relais qui sont pleins, qu'il faudrait peut-être justement un petit peu étendre, pour faire en sorte que et des navettes. Là aussi, il faut trouver du foncier. C'est toujours cette question. Alors, en tant que député, justement, cette question du foncier, elle est essentielle. Pour avoir rencontré beaucoup d'associations, beaucoup de maires, cette question du foncier, elle revient toujours, parce que nous sommes un territoire très attractif. Bon, donc vous savez comment ça fonctionne justement par rapport à la question de l'artificialisation des sols, qui est un petit peu contraignante sur notre territoire, mais qui est importante. Enfin, je pense qu'il faut conserver des terres agricoles. On veut mettre en place un territoire justement qui puisse développer une agriculture locale. Donc ce programme-là, il doit être fait justement sans artificialiser trop les sols. Mais après, il faut peut-être regarder, ça peut être le rôle justement du député, un petit peu les dents creuses, les espaces que l'on peut encore justement utiliser parce que ils ont l'ambition de diminuer l'impact carbone. Donc peut-être assouplir sur un certain nombre de lieux, en réfléchissant justement et en limitant l'artificialisation, mais tout de même en travaillant cette notion de dent creuse, parce que des fois, on est finalement victime de cette mesure. C'est pas sur une dent creuse. Il faut trouver du foncier, il faut limiter. C'est pas sur une dent creuse que vous allez créer un parking relais. Et tout ça, si ça n'a pas été fléché dans le plan local d'urbanisme intercommunal, on est à côté de la plaque. On peut reprendre un certain nombre de choses tout de même. De toute façon, on a cet impératif de retrouver. La marge, ça peut être justement un parking relais, ça peut être aussi pour l'île de Ré, voir comment on peut faire éventuellement pour la période estivale, pour développer peut-être des campings éco-responsables qui puissent accueillir les saisonniers. Je pense qu'il y a à faire. Mais là-dessus, il faudra bouger un petit peu la loi et c'est justement le rôle du député. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger de vouloir aller trop vite? Parce que j'ai l'impression il y a plein d'idées, plein de choses qui sont mises sur la table. Mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de borne électrique sur le territoire. Donc il y a un peu un paradoxe dans tout ça. Ça va être quoi la priorité en termes d'écologie, je parle sur le territoire zéro carbone. Il faut bien commencer par quelque part pour développer ce projet. C'est quoi la première étape? Alors, vous dites qu'on va trop vite, mais il y a urgence climatique. Donc, par exemple, sur cette question des bornes... Vous allez trop vite, mais sans avancer non plus, pas accélérer. Donc, le temps du politique. Pendant plusieurs, effectivement, mandats, on n'a pas eu de députés qui soient dans la majorité présidentielle. Je pense que ça nous a en partie pénalisés. Parce que je pense qu'il faut aller sur certains dossiers. On parle notamment des bornes... Enfin, vous parliez des bornes électriques. C'est la base. C'est la base. Et ça, je pense que ça peut être réglé assez rapidement, justement, avec un projet. Enfin, ça peut être fait assez rapidement, justement. Et là, il y a véritablement urgence. Tous les gens qui ont des voitures électriques sont en 2035, tout le monde passait on ne vendait plus de voitures. Plus de fabrication de voitures thermiques. Voilà. C'était voté par l'Europe il y a 2 jours. On met en place pour
un projet justement de filière de location longue durée de voitures électriques à moins de 100 € par mois. Donc là, on va en avoir besoin de bornes électriques parce que je pense quand même que cette mesure, elle peut fonctionner beaucoup. Elle va permettre justement de limiter l'impact carbone sur notre ville, mais ça, il faut des bornes. Donc, cette question des bornes, je pense que là, on peut aller très vite. Vous roulez en électrique, vous, Martine Madeleine ? Non, pas encore. Je roule en vélo. La plupart de mes trajets entre les Minimes et Portneuf se font en vélo. Les bornes électriques, c'est l'aboutissement. Il faut les alimenter, ces bornes électriques. Donc, il faut multiplier le nucléaire parce on le sait de toute façon aujourd'hui, et d'ailleurs le GIEC l'a mentionné aussi, que pour alimenter ces bornes et alimenter l'ensemble des véhicules électriques, il faudra multiplier le nombre de centrales nucléaires car l'énergie alternative ne sera jamais suffisante. Est-ce qu'il faut, comme l'a demandé Emmanuel Macron, développer ces mini-centrales nucléaires? Est-ce que vous seriez favorable à ce que ces mini-centrales nucléaires soient construites sur la Charente-Maritime ? Alors, sur la Charente-Maritime, faire des études de sol, il y a un certain nombre d'impacts on ne fait pas ça. Pour l'instant, il n'y a pas ce projet-là. Mais en tous les cas, faire des centrales nucléaires de nouvelle génération, on y est contraint. Là, il ne faut pas mentir aux électeurs. On a des centrales vieillissantes. On n'est pas encore prêt. Moi, j'aimerais vous dire que sur l'hydrogène vert, on va être prêt sous la prochaine mandature. J'adorerais vous dire ça parce que je crois vraiment à ce projet. Et en tous les cas, je voterai vraiment pour que des crédits supplémentaires soient accordés sur ce plan-là, mais là, tout de suite, dans l'immédiat, il faut absolument réussir à avoir des centrales qui fournissent l'électricité aux Français. On est dans une situation difficile avec la guerre en Ukraine. Il va falloir continuer à utiliser. On n'est pas prêt aujourd'hui. Donc, faire de la politique de façon responsable, c'est aussi répondre à cela, ne pas mentir aux Français. Sur le nucléaire, on doit être vigilant, bien sûr, mais pour l'instant, la solution choisie par les Français, contrairement à ce qui a pu être fait en Allemagne, c'est ce mix énergétique. On développe les énergies renouvelables. On est dans la recherche, mais elle peut pas, sur l'hydrogène vert, elle ne peut pas donner malheureusement des résultats tout de suite. Donc évidemment, c'est mini-centrales en plus, voilà, bien sûr. Et ça, donc il ne faut pas mentir aussi aux électeurs. Je pense que c'est pas vraiment responsable. Mais quand on voit par exemple territoire zéro carbone en 2040, est-ce qu'on ne ment pas aussi un peu au Rochelet ? Est-ce que c'est pas un peu trop tôt ? Mais j'espère qu'on ne ment pas et qu'on va viser... Surtout quand on a deux aéroports, il y a et un port de commerce. Et un port de commerce. Et quand on voit que par exemple sur l'île de Ré, sur des périodes comme l'Ascension, on a plus de 57 000 voitures qui roulent sur ce pont. Est-ce que c'est pas utopiste ? Est-ce que c'est un coup marketing ? Est-ce que c'est réaliste tout ça ? Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites et labellisées. Donc, le projet, c'est pas un projet comme ça uniquement dans la communication. Le projet Territoire Zéro Carbone est un projet qui s'appuie sur un certain nombre de mesures. Pour parler de l'île de Ré, j'en profite justement pour parler de ces énergies. On a aujourd'hui d'importantes contraintes qui font qu'il est très difficile d'installer du photovoltaïque sur l'île de Ré. Or, les maires y seraient plutôt favorables. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour changer les choses et permettre que ça s'installe, notamment sur des zones commerciales, sur des parkings. Donc là aussi, le rôle du député, c'est justement de mettre en place un certain nombre d'éléments qui permettent aux communautés de communes, qui auraient d'ailleurs des compétences renforcées dans ce domaine, de développer du photovoltaïque. On a beaucoup à faire. Peut-être davantage que c'est réalisé. Donc, justement, en étant député de cette circonscription et en ayant la capacité de porter ces sujets environnementaux, on pourra rendre plus facile cette transition écologique et arriver à cette neutralité. Vous me l'affirmez, en 2040, La Rochelle sera un territoire zéro carbone. On a cette visée et on va tout faire pour y arriver, bien sûr. J'insiste, Martine Madeleine. Juste encore une question et on passe à l'économie. Martine Madeleine, c'est 57 000 véhicules sur le week-end de l'Ascension qui ont franchi le pont de l'île de Ré, 2 500 000 au cours de la période estivale. Vous en faites quoi si vous êtes député, puisque l'île de Ré sera votre territoire ? Et bien sûr, et j'y tiens. Alors, je suis très heureuse de ce territoire insulaire. On a des possibilités, c'est-à-dire que il est hors de question de supprimer l'écotaxe parce que justement elle a une visée, vraiment elle est fléchée pour l'environnement et elle permet les navettes, notamment les navettes gratuites qu'on utilise. Mais ça suffit pas tout ça.
ça suffit pas, ça peut être développé. Vous n'allez pas tirer les caravanes avec les navettes électriques. Hein, après, possible, je pense qu'on peut aussi légiférer, c'est-à-dire que sur les camping-cars, sur un certain nombre de choses aussi, peut-être que sur les rangs. Et vous allez freiner l'économie dans l'île de Ré. Je vous ai répondu tout d'abord que j'étais peut-être la candidate qui acceptait cette attractivité, qui a peut-être le moins de scrupules sur le monde de l'entreprise. D'être très consensuel. Non, parce que je pense que je prends des mesures justement responsables et que j'ai eu un certain nombre d'engagements qui n'étaient peut-être pas aussi clairs chez les autres candidats. Donc, ces véhicules, on peut peut-être effectivement éviter qu'ils ne passent tous le pont. S'il y avait des sollicitations qui soient plus importantes, les bus vélos par exemple, on peut peut-être aussi, on a la possibilité sur le Belvédère ou autre de laisser ces véhicules, ça existe dans d'autres lieux. Les stations de ski, là aussi, mais là c'est possible. Oui, il y a du foncier, je vous l'accorde. Possible. Il y a un certain nombre de stations de ski qui vous oblige à laisser votre véhicule en dehors et puis ensuite d'utiliser les transports en commun pour vous rendre sur votre site. Les touristes, une fois qu'ils sont sur l'île de Ré, ils sont en vélo de toute façon, ils sont très heureux en vélo. Donc, vive la canadienne et le sac à dos. Eh bien, très bien. C'est un type de tourisme que j'apprécie beaucoup. On parle rapidement d'économie, notamment de pouvoir d'achat. Grosse préoccupation des Français à l'heure actuelle. L'inflation est galopante, 5,2% pour le mois de juin, c'est du jamais vu. Il y a des mesures gouvernementales que vous allez certainement nous rappeler, mais à première vue, ça ne satisfait pas tout le monde, loin de là, et on a l'impression que c'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin pour pas reprendre un certain Emmanuel Macron, sur ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce que ces mesures sont suffisantes à vos yeux, en voyant que pour faire son plein, c'est plus de 100 € et on propose déjà un chèque à 100 € qui devrait arriver, mais ça sera pour un plein, mais il faudra continuer à vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors, de la poudre de perlimpinpin, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ont été réalisées et qui vont l'être encore. Il y a tout un programme qui sera voté le 1er juillet, j'espère que j'y contribuerai d'ailleurs, avec le bouclier énergétique. C'est-à-dire on va continuer les 18 centimes par litre. Comparons un peu ce qui existe en Espagne ou ailleurs. Il y a bien longtemps. Ils sont mangés, voilà. Donc on va mettre en place quand même, oui, malheureusement. Et c'est justement cette question du logement, c'est-à-dire il faut éviter les périurbains. La géographe que je suis souhaiterait justement permettre que les gens qui travaillent, étudient à La Rochelle puissent vivre vivre sur l'île de Ré ou à La Rochelle. Donc ça me semble très important de jouer aussi là-dessus. Mais il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Donc le blocage des prix de l'énergie, tout ce qui a été fait aussi pour le blocage des prix alimentaires, un certain nombre de mesures aussi avec l'augmentation des minima sur les retraites, par exemple avec 1100, on est le gouvernement qui l'a fait de façon les plus importantes. On aide également les étudiants avec la reconduction du repas à 1 € dans les restaurants universitaires, qui est un grand succès pour les étudiants ici sur notre territoire et qui va être repris, la suppression de la taxe d'habitation. Enfin, on ne peut pas dire quand même qu'on n'ait rien fait et on va faire beaucoup plus. On répond à une crise. Il faut aller plus loin encore pour vous soutiendrez des mesures pour aller plus loin. Évidemment. Oui, ça me semble... Jusqu'où ? On a déjà 600 milliards. Alors, en les fléchant, c'est-à-dire, on va aussi limiter, je vous parlais tout à l'heure des 320 milliards, 1 milliard quasiment par jour du programme de la NUPES. Il ne s'agit pas non plus de fragiliser notre économie. On a aussi des signes, on a aussi une reprise économique importante qui nous permet de financer ça. On le fait de façon responsable. Les mesures de la majorité présidentielle sont des mesures qui sont chiffrées, qui sont réalistes et qui vont être menées. C'est-à-dire, mais on va les cibler pour éviter justement d'avoir des conséquences trop fortes pour l'économie. Donc bien sûr que, élu député, je veillerai à ce pouvoir d'achat. Je pense aussi que ça nous oblige. C'est-à-dire qu'on a une politique de réindustrialisation, on en a besoin. Pour notre indépendance. Il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans cette situation de guerre en Ukraine. C'est elle aussi qui rend cette situation si difficile. On peut d'ailleurs reconnaître le mérite du président d'avoir été justement à la tête de l'Europe pour essayer d'en minimiser les effets et d'ouvrir un dialogue de façon très responsable. Donc il est important de pouvoir justement résoudre quand même cette crise en jouant un peu sur tous les leviers, mais en nous obligeant justement à produire localement, en ayant le plus possible de filières françaises. On est maître aussi de ces prix. Et est-ce qu'il ne faut pas un petit peu s'acoquiner avec Jean-Luc Mélenchon dans ce cas-là et aller taper au porte-monnaie des plus riches ?
Alors, ça coquinait avec Jean-Luc Mélenchon, j'avoue que j'y avais pas pensé. Il y a des choses, voilà, vous avez entendu parler de la planification écologique. Voilà, donc nous sommes un parti ouvert quand il y a des bonnes idées. Donc je renouvelle ma question, il ne faut pas les taper au porte-monnaie des plus riches. Mais on peut penser une réforme fiscale. On le fait, l'IFI qui mise sur le patrimoine est dans cette idée-là. Est-ce qu'il ne faut pas remettre l'ISF Alors, remettre l'ISF, il faut regarder ce qu'était cet impôt. Est-ce qu'il était véritablement rentable? Est-ce que l'IFI est rentable? Et davantage, on mise vraiment sur l'inégalité aujourd'hui. Elle se fait en fait à la naissance. Les salaires, après, malheureusement, ne font pas forcément, à part pour quelques-uns, de différence. Mais en touchant au patrimoine, on crée justement cela. En faisant aussi que l'école travaille sur l'égalité des chances. Je porte le projet de cité éducative pour le quartier de Mireuil, en mettant là, localement, 450 000 euros par an, au moins pour 3 ans, peut-être certainement davantage, sur Mireuil. On crée cette égalité des chances. Donc on finance quand même par les impôts des plus riches des choses à faire. On voit que les GAFAM ne payent pas d'impôts en France. Quel est le pays? Très peu. Et nous sommes les seuls. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été le seul président. Alors, l'Allemagne nous rejoindra peut-être. Moi, je crois beaucoup, je suis une Européenne convaincue. Justement, ce projet de GAFAM qui a été porté par Emmanuel Macron, je vous le fais remarquer quand même. Voilà, donc président des riches peut-être, mais le seul à taxer les GAFAM, le seul aussi à mettre en place le quoi qu'il en coûte. On ne peut pas dire qu'on mène une politique ultralibérale. Je suis désolée, le quoi qu'il en coûte, c'est pas ultralibéral. La prime adapte, c'est pas ultralibéral. Le fait qu'on permette aux handicapés, qu'on mette un certain nombre de choses. Il y a des mesures qui sont prises qui démontrent bien le caractère social de nos mesures, et à droite et à gauche, du dynamisme économique pour une meilleure redistribution qui soit responsable. C'est ça l'idée un peu du projet que j'aimerais porter. On va passer, parce que le temps file, je viens de voir l'heure et je pense que là on doit accélérer. On va passer tout de suite au pour ou contre. Martine Madeleine, je vous rappelle le principe du pour ou contre. Donc, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Et vu le temps qu'il nous reste, on va être intransigeant. Yannick. Alors justement, on va être intransigeant. Martine Madeleine, on va repartir à la plage, on va aller dans l'île de Ré. Non, plus sérieusement, on va aller dans les piscines de la première circonscription. Pour ou contre le topless dans les piscines? Pour ou contre? Contre. Pour ou contre la construction de la nouvelle mosquée à Villeneuve? Pour. Pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école? Vous parliez d'égalité des chances tout à l'heure. Sur la première circonscription, alors je l'ai vécu en Guadeloupe, contre. Pour ou contre la fermeture de l'École nationale d'administration? Pour. Pour ou contre les loges maçonniques sur votre circonscription? Pour, bien sûr, au nom de la liberté de penser, bien sûr. Pour ou contre les éoliennes offshore au large de l'île de Ré? Pour, en dehors de Natura 2000, s'il vous plaît. Pour ou contre le vote électronique généralisé pour tous? Avec certaines conditions, oui. Pour? Oui, pour. Okay. Pour ou contre le vote des détenus? Pour. Pour ou contre l'obligation de présenter un bilan public des actions du député à mi-mandat? Pour. Pour ou contre l'interdiction de la fabrication des véhicules thermiques à l'horizon 2035? On l'a déjà évoqué, je pense que vous êtes pour. Voilà. Pour ou contre le droit de vote à 16 ans? Contre. Et enfin, pour ou contre le retrait de points pour des excès de vitesse de moins de 5 km/h? Alors, pour ou contre le retrait de points pour des excès de vitesse de moins de 5 km/h? Alors, pour, oui, pour. Pour, on enlève, on ne supprime plus de points. Oui, bien sûr. Oui. Mais on fait de la pédagogie, bien sûr. Mais on garde les amendes. Mais on garde les amendes, par contre, pour enflouer les caisses. Pour enflouer les caisses. Enfin, pour les abonder. Oui. Pour motiver aussi un petit peu la sécurité routière, c'est une des grandes mesures. Voilà, c'est quand même important. Et puis on parle de transition écologique aussi. Vous parlez beaucoup d'écologie quand même. Oui, ça vous tient à cœur en tous les cas. Oui, je ne sais pas. C'est vos questions peut-être également. On arrive à la fin de cette émission. Vous l'avez indiqué, vous avez 2 minutes, carte blanche pendant 2 minutes. Alors là, vous évoquez le sujet que vous souhaitez, ou vous revenez sur un sujet que l'on n'aurait pas assez développé. Voilà, 2 minutes, c'est à vous. On vous écoute.
Alors, je voudrais revenir justement sur la citoyenneté et sur le vote. Vous parliez tout à l'heure de l'abstention record annoncée. Moi, véritablement, ceci m'embête beaucoup parce que je pense qu'il est important de recréer ce lien entre les politiques et les citoyens. Alors, de différentes façons, évidemment, ça peut être fait. Déjà en étant cohérent. Il me semble important que, quand on se présente aux législatives, on annonce clairement dans quel groupe politique on va siéger. Je pense que c'est assez clair. Vous avez montré tout à l'heure mon cas de page. On a bien compris que je serais dans le groupe de la majorité présidentielle. Sur le fait aussi que quand on s'engage pour une campagne politique, on ne s'engage pas pour une autre campagne. Il est hors de question de jouer le 3e tour des présidentielles parce que il y a des enjeux importants à régler, ni même d'abandonner très rapidement le mandat pour partir sur des municipales, partir sur d'autres choses. Donc, je suis vraiment pour que les élus s'engagent à tenir leur mandat et puissent le faire. Je voudrais aussi que ce nouveau Conseil national de refondation puisse être l'occasion de repartir sur une consultation des Français plus régulière. Il est hors de question que le député soit élu pour 5 ans et puis après ne rende pas de compte. Donc justement, je suis pour le fait qu'à mi-mandat, on vienne devant les électeurs, rendre un certain nombre de comptes et puis présenter régulièrement quand même quelles sont les mesures. Alors, ce Conseil national de la refondation, je l'annonce, il y a des priorités. La priorité, c'est l'urgence climatique, mais je vais aller peut-être un petit peu vite là-dessus. Il y a aussi toute cette notion justement de citoyenneté. Comment on fait à chaque échelon, par exemple à La Rochelle, mettre en place un conseil municipal des jeunes ou des enfants pour montrer, faire de la pédagogie justement de ce que peut être le travail d'un politique, les dossiers, le vote du budget, donc ce que ça amène. Le pouvoir d'achat aussi, quels sont les arbitrages qu'on doit faire, quelles sont les conséquences si on prend un certain nombre de mesures. Enfin, je pense qu'il y a énormément à faire pour renouer avec les citoyens. Localement aussi, si je suis députée, je souhaiterais siéger dans la commission éducation et culture, parce que c'est un peu mon domaine d'expertise. Ce que je constate et ce qui doit être une priorité, c'est une grande détresse psychologique de nos adolescents. Un exemple, sur le collège Guiton, il y avait très peu de jeunes qui allaient à l'infirmerie. On a aujourd'hui 80 jeunes par jour qui vont consulter. Voilà. Et souvent, justement, pour des problèmes de psychologie, pour des problèmes de mal-être. Voilà. Donc, je pense qu'il y a énormément à faire dans ce domaine en, justement, remboursant les soins psychologiques, en créant aussi peut-être des lieux de rencontre, des espaces qui peuvent être dédiés aussi. On n'a plus véritablement de planning familial sur La Rochelle. Or, on a des droits sexuels et reproductifs qui sont mis à mal et qui intéressent véritablement beaucoup les jeunes. On a beaucoup de jeunes en souffrance sur leur identité, sur leur genre. Donc là, vraiment, il faut qu'on pose les choses et sur notre territoire, La Rochelle, Île de Ré, on mette en place un certain nombre de choses. Des maladies aussi qui ne sont pas encore véritablement prises en compte et qui pourraient, notamment l'endométriose, faire l'objet ici d'espaces de soins. Je souhaiterais aussi promouvoir une culture véritablement populaire. Il y a énormément de choses qui se passent dans le domaine culturel à La Rochelle, mais avec cette période de confinement, je trouve que la part de la musique qui permet justement de résoudre ces maux psychologiques a été un peu mise de côté. Et je souhaiterais que véritablement les artistes locaux, les troupes, les fanfares, etc., puissent avoir davantage de lieux. Toujours cette question du logement. Il faut qu'on travaille le foncier. On n'a pas eu le temps tellement d'ouvrir cette question-là. J'avais pourtant un certain nombre de propositions, mais puissent avoir davantage de lieux d'expression. Donc promouvoir, par exemple, des lieux où on pourrait permettre aux artistes d'avoir la possibilité d'avoir un studio, etc., davantage d'accès, davantage que ce qu'on peut faire à la Coursive. Merci Martine Madeleine, merci d'avoir participé à cette émission. Donc on a vu quand même énormément de sujets, même si effectivement on ne peut pas tout voir. Bien sûr, c'est
C'est magnifique, on a un magnifique territoire et on ne peut pas tout... non, malheureusement. Merci en tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci messieurs. Merci également d'y avoir participé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, donc on l'espère, pouvoir vous proposer un débat entre deux tours. On va voir qui va vouloir venir, je sais pas, débattre avec son concurrent. On va voir ça vendredi prochain, un débat entre deux tours. Sinon, on trouvera quelqu'un de toute façon au MAG. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la semaine prochaine.